Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va voir les points essentiels en connaissance des formes. Le plan du travail est suivant. Tout d'abord, on va décrire le schéma global d'un système de reconnaissance des formes. Après, on va étudier une application réelle qui traite la classification des opinions. D'une façon plus particulière, on va détailler la phase de pré-traitement, c'est-à-dire comment transformer un texte sous forme numérique. Après, on va voir le concept de la sélection d'attributs à base des techniques inspirées de la théorie de Swarm Intelligence. Ensuite, on va décrire le principe de la sélection d'attributs par l'algorithme Sine-Cosine algorithme SCA. Puis, on va voir, généralement en RDF, on a besoin des classifieurs. Pour quantifier la performance d'un classifieur, on a besoin d'évaluer certaines mesures en se basant sur la matrice de confusion. En dernier lieu, on va voir deux types de classifieurs à base de distance qui utilisent un apprentissage non supervisé appelé en anglais K-Nearest Neighbor, en français les cas plus proches voisins, et l'algorithme de Cummings, en français les nuées dynamiques. Bon, un système global de RDF, généralement, la reconnaissance des formes repose sur le classement des objets. Plusieurs méthodes ont été développées, comme les approches bio-inspirées comme les algorithmes génétiques, les réseaux de neurones, d'autres approches inspirées de la théorie de Swarm Intelligence comme Grey-Wolf Optimizer, Harris Hawks Optimizer, Grasshopper Optimizer, Dragonfly Optimizer, SARP Swarm Algorithm et d'autres méthodes inspirées des lois mathématiques comme sinus-cosinus algorithme, les supports vecteurs machines. Il y a d'autres algorithmes inspirés de physique comme Equilibrium Optimizer et d'autres modèles inspirés de la probabilité comme Naive Bayésien. Généralement, les réseaux de neurones cherchent à imiter le cerveau humain, c'est-à-dire le raisonnement d'un cerveau humain. Et ce dernier a connu un essor important en commençant par le perceptron multicouche MLP et en concluant par le Deep Learning ou Convolutional Neural Network. Généralement, la différence entre un MLP et un CNN, le MLP nécessite la phase de pré-traitement, c'est-à-dire on doit traiter les données. Par contre, le CNN permet d'extraire les données et réaliser la tâche de la classification. On revient au système de RDF. Un système de RDF contient plusieurs étapes: capteur, récepteur, pré-traitement, la classification des fichiers à l'aide d'un fichier d'apprentissage, en anglais on dit train dataset, et à la fin décision, c'est-à-dire on doit tester notre corpus de test. Au niveau du pré-traitement, c'est-à-dire c'est la phase la plus le capteur capte les données. Pré-traitement, il s'intéresse à extraire les paramètres les plus pertinents en appliquant des méthodes comme Hoog, Local Binary Pattern, Transform with Fourier discrète, Wavelet Transform. Il y a pas mal d'algorithmes pour extraire les paramètres à partir d'une image. Dans le cas de traitement d'image, si on a un fichier audio, on a besoin d'extraire les coefficients MFCC vus en module traitement de la parole.
Pour la classification, on a besoin d'un classifieur. Il y a plusieurs classifieurs. Classifieurs neuronaux comme les réseaux de neurones du type MLP, Deep Learning, les méthodes statistiques comme les SVM, les méthodes probabilistes comme les réseaux bayésiens, des méthodes à base de distance comme le KNN, comme un type de base, d'accord? Et généralement, au niveau d'apprentissage, il y a des modes, par exemple le hold out qui consiste à diviser la base de données en deux parties ou bien en trois parties. En deux parties, par exemple 80% pour train et 20% pour le test. Concernant, on peut aussi diviser en trois parties, par exemple 60% ou bien 70% pour train, 15% pour validation et 15% pour test. Ça, c'est le hold out. Il y a le scaffold, qui consiste à diviser la base de données en cas fichiers, d'accord? Par exemple, si on fixe K à 5, c'est-à-dire un fichier sera réservé pour le test et les 4 autres fichiers seront réservés pour train, et on varie à chaque fois le fichier, l'ensemble de tests, d'accord, d'une façon diagonale, et on évalue la métrique pour chaque ensemble de tests, et après on fait la moyenne. Comme application réelle, on s'intéresse aujourd'hui à classifier les opinions, d'accord? Et dans cette problématique, on a un texte brut qui représente des opinions positives et négatives. La question posée, comment convertir un texte sous forme numérique? Le pré-traitement consiste à réaliser plusieurs étapes comme la normalisation du texte, c'est-à-dire on doit préparer notre base de données en format UTF-8 pour faciliter la suite de pré-traitement. Ensuite, le nettoyage qui consiste à éliminer tous les caractères qui ne représentent pas l'alphabet de la langue, tels que les balises, la ponctuation, les chiffres. La tokenisation consiste à identifier les mots appelés tokens à partir de séquences de caractères. On peut dire que la tokenisation représente la segmentation du texte. Ensuite, il y a l'étape d'élimination des mots qui consiste à nettoyer le texte des mots vides qui n'ont aucun sens en se basant sur un dictionnaire. La dernière étape, c'est la phase de steaming. Le steaming en anglais ou bien en français signifie racinalisation, c'est-à-dire on cherche à déterminer les racines des mots. Maintenant, comment pondérer les termes? Il y a une méthode qui s'appelle TF-EDF. Le principe TF représente le nombre d'occurrences d'un mot dans le document, d'accord? Et EDF est la fréquence absolue inverse qui est égale à log grand N sur NT. Grand N représente le nombre de documents total. NT représente le nombre de documents où le terme T apparaît. Donc, le poids peut être mesuré par le produit entre TF fois EDF. Pour mieux comprendre le principe de TF et EDF, on a préféré expliquer l'exemple suivant. On suppose on a 5 documents, d'accord? C'est-à-dire grand N, le nombre de documents total, est égal à 5. Le premier document, min fadlik. Deuxième document, sabah al-khayr. Document numéro 3, assalamu alaikum. Document numéro 4, tafaddal min huna. Document numéro 5, al-fadl ilaykum. Après pré-traitement, c'est-à-dire après les différentes étapes, normalisation, nettoyage, tokenisation, élimination des stop words, tokenisation et steaming, le corpus obtenu, c'est-à-dire les termes obtenus, on trouve Fadl, Khayr, Salam, Sabah. Maintenant, la première étape,
consiste à déterminer la matrice TF. Tout simplement, la matrice TF représente le nombre d'occurrences d'un mot dans chaque document. Par exemple, dans le document numéro 1, il se répète une seule fois. Au niveau du document numéro 2, le document numéro 2, on remarque que le mot sabah et khayr, il se répète une seule fois, de façon équitable. Dans le document numéro 3, on a uniquement le mot salam. Pareil pour le document numéro 4, on a uniquement le mot fadl. Et aussi au niveau du document numéro 5. Maintenant, pour calculer la EDF, par exemple, du terme fadl dans le document numéro 4, on a n. N représente le nombre total de documents qui est égal à 5. Pour nt, c'est-à-dire le nombre d'occurrences du terme fadl qui se répète dans l'ensemble de documents, on remarque qu'il se répète 3 fois, c'est-à-dire dans le document numéro 1, dans le document numéro 4 et dans le document numéro 5. Pour le TF, on a mis 1 parce que le mot fadl il se répète une seule fois au niveau de document numéro 4. Et dans ce cas, on a 1 fois log 5 sur 3. Ça, c'est un exemple particulier pour calculer le poids du terme fadl dans le document numéro 4. Mais en réalité, on va construire une matrice complète de tous les termes obtenus, d'accord? Fadl, khayr, salam, sabah. Au niveau de tous les documents. Maintenant, on va voir le concept de la sélection d'attributs. Récemment, un nouveau concept est apparu et qui se base sur la classification en utilisant la sélection d'attributs par les techniques d'optimisation. Le principe, généralement, la sélection d'attributs en utilisant les méthodes d'optimisation nécessite un codage adéquat de la solution et un choix judicieux de la fonction fitness. Tout simplement, la structure d'un individu pour sélectionner les termes les plus importants. D'accord? On s'intéresse à étudier la sélection d'attributs dans le cadre, par exemple, de la classification des opinions. C'est pour ça qu'on a dit pour sélectionner les termes les plus importants dans un document, il faut générer aléatoirement des valeurs entre 0 et 1. Si la valeur dépasse 0,5, alors le terme sera sélectionné, sinon il sera éliminé. On remarque que les techniques d'optimisation génèrent une population aléatoire qui contient n solutions représentées dans un espace à d dimensions. La fonction fitness consiste à trouver un compromis entre l'erreur et le taux de sélection des attributs. Dans ce cas, la fonction fitness peut déterminer par la formule suivante 0,99 multiplié par, entre parenthèses, 1 moins l'accuracy plus 0,01 fois d, petit d sur grand D. Avec petit d représente les attributs sélectionnés, c'est-à-dire au niveau de l'individu, on compte le nombre de 1. Au niveau de D, D représente la dimension du problème. Maintenant, on va voir l'algorithme Sine-Cosine Algorithm SCA, introduit par Halimir Jalili en 2016. C'est un algorithme d'optimisation à base d'une population. Cet algorithme consiste à générer aléatoirement n solutions dans un espace de d dimensions. Après, on cherche à évaluer la fitness de chaque solution et on détermine la meilleure solution. Si on a un problème de minimisation, alors la meilleure solution représente
la valeur minimale de la fitness. Si on a un problème à maximiser, alors la meilleure solution représente la valeur maximale de la fitness. Bien sûr, on a généré aléatoirement dans un intervalle généralement limité entre la borne supérieure, la borne inférieure et la borne supérieure. En anglais, lower bound and upper bound. Maintenant, cette population initiale doit subir des opérateurs qui diversifient la population en cours. Généralement, dans l'algorithme SCA, les opérateurs utilisés sont appelés des opérateurs trigonométriques, c'est-à-dire ils utilisent des fonctions sinusoïdales. On voit au niveau de la formule 1 et 2. Vous pouvez aussi consulter le PDF envoyé, d'accord. Pour transformer la population, on prend le x précédent plus R1 fois sinus R2 fois R3 best best pose, R3 best pose moins x. Best pose représente la position de la meilleure solution avec R1, R2, R3 et R4 sont des paramètres initialisés aléatoirement. Vous pouvez aussi voir le cours qu'on a fait, d'accord, et aussi le PDF envoyé pour plus de détails. Cet algorithme est simple. Il y a deux conditions. Si R4 supérieur à 0,5, on applique la fonction sinus. Sinon, on applique la fonction cosinus multiplié par le R3 best R3 best position moins x. En réalité, c'est la différence entre la meilleure solution et l'individu en cours. Maintenant, on passe aux mesures de performance d'un classifieur donné. Généralement, on a besoin de déterminer la matrice de confusion. On suppose la matrice de confusion, suppose on a deux classes, d'accord? Classe positive 1, classe négative 0, actuelle et predicted. 1 vers 1, true positif, le 1 vers 0, le false négatif, le 0 vers 1, le false positif, et le 0 vers 0, le true négatif. Généralement, on mesure 4 termes. Accuracy. Accuracy qui représente le nombre d'exemples reconnus sur l'ensemble de tests data, c'est-à-dire sur l'ensemble total de l'ensemble de data tests. La formule accuracy égale true positif plus true négatif divisé par l'ensemble total des données, c'est-à-dire true positif plus true négatif plus false positif plus false négatif. On voit aussi récal et précision. Au niveau récal, tout simplement, c'est la proportion de true positif au niveau de c'est-à-dire c'est true positive rate, d'accord? C'est-à-dire on va déterminer le taux de true positif. Pour cela, on remarque que la première classe 1, c'est TP plus Fn. Ça, c'est le nombre total de la première classe. Pour calculer le récal, tout simplement, on prend TP divisé par TP plus Fn. La précision, au niveau de la classe prédite, on cherche le taux de positif, d'accord? C'est-à-dire TP divisé par TP plus FP. F-score. F-score, généralement, on utilise cette mesure si les données ne sont pas équidistribuées. Représente aussi la moyenne harmonique entre la précision et récal. Bon, la formule finale, 2 fois précision fois récal divisé par précision plus récal. Pour plus de détails, voir le cours qu'on a fait au mois de mars. Remarque qu'il y a d'autres courbes, par exemple ROC, qui met en relation le taux de vrai positif récal en fonction de taux de faux positif. Le taux de faux positif, c'est-à-dire FP divisé par FP plus
true, négatif. Maintenant, on va voir les classifieurs à base de distance. On distingue deux types. Les cas plus proches voisins, en anglais call, nearest neighbor. Le principe est simple. Si on a une forme à classer, on doit la comparer avec toutes les formes déjà classées en utilisant, bien sûr, une mesure de similarité, par exemple la distance euclidienne ou bien la distance de Hamming. Pour faciliter les calculs, on va utiliser la distance de Hamming qui est la somme de la valeur absolue de x de i moins x1 de i. L'algorithme, tout d'abord, certains paramètres doivent être initialisés comme le nombre de classes, la valeur de cas, les exemples initiaux, la mesure de similarité. L'algorithme pour chaque vecteur à classer, on doit mesurer la distance du vecteur à classer avec tous les vecteurs déjà classés. Puis, on détermine les cas vecteurs pour lesquels la distance est la plus petite et on détermine les classes qui contiennent le plus de cas et on affecte ce vecteur. Quelques propriétés de KPPV. Le KPPV, le coût de calcul augmente avec le nombre de vecteurs déjà classés. L'algorithme est sensible à l'initialisation, d'accord. Le choix de cas aussi pose problème. Si K est grand, frontière 10 entre chaque classe définie est insensible au bruit. Si K est choisi de façon minime, alors frontière compliquée entre les classes. Pour le Camise, il y a une principale différence entre KPPV et Camise. Au niveau de KPPV, on compare la forme test avec tous les vecteurs déjà classés, tandis qu'au niveau de Camise, on va comparer la forme à classer avec les représentants de chaque classe. On dit représentant ou bien noyau ou bien prototype. C'est-à-dire chaque classe doit être représentée par un prototype. Donc, le prototype représente tout simplement la moyenne des vecteurs. Bon, au niveau de l'algorithme, on a besoin de faire la mise à jour des centres en utilisant la formule suivante. Mn plus 1 est égal n fois m1 plus x1 plus 1 divisé par n plus 1. Tout simplement, mn représente la moyenne de la classe, n représente le nombre d'individus de la classe et après l'affectation, on va ajouter les coordonnées de cet individu et on doit incrémenter le nombre d'exemples. Au niveau de l'algorithme, on a besoin d'initialiser le nombre de classes, les représentants initiales, la mesure de similarité. Pour chaque vecteur à classer, on doit calculer la distance entre le vecteur et les noyaux des autres classes. Ensuite, on détermine le représentant correspondant à la distance minimale, c'est-à-dire on cherche la valeur minimale de la distance et après on fait la mise à jour des noyaux pour intégrer le nouveau vecteur affecté à cette classe. Pour certaines propriétés sont notées par une méthode moins coûteuse en calcul, car chaque vecteur à classer n'est comparé qu'au noyau, d'accord? Mais cet algorithme est sensible à l'ordre d'arrivée des données à classer. Maintenant, pour mieux comprendre le KNN et le Camise, j'ai préféré de faire un exemple. On suppose qu'on a une base de données qui contient deux classes, d'accord, contenant 3 documents des opinions positives notés par la classe A et 2 documents négatifs caractérisés par 2 variables. La question posée, classer la forme de test T à l'aide de 1NN et classer la forme T à l'aide de Camise. Au niveau de 1NN, c'est-à-dire la valeur de K est égale à 1, on va choisir une seule valeur minimale. Le principe est simple. On a le premier vecteur de test T1 est égal à 5,5. La première étape, on va calculer la distance de Hamming avec tous les vecteurs déjà classés. Tous les vecteurs déjà classés, c'est-à-dire les exemples de la classe A suivis par les exemples de la classe B. Par exemple, comment calculer la distance de Hamming? C'est simple. La première composante, on a 5 au niveau de la forme T1, moins
la première composante du vecteur A1, c'est-à-dire moins 2, valeur absolue, plus la deuxième composante du vecteur T1, c'est-à-dire 5, moins la deuxième composante du vecteur A1, qui est égal à 3, valeur absolue, et on trouve 5. Donc, on termine le calcul de la distance, puisqu'on a fixé K à 1, c'est-à-dire on va choisir une seule valeur minimale. On remarque que la valeur minimale est égale à 2, et dans ce cas, on va affecter T1 à la classe A. Maintenant, pour T2, d'après l'algorithme, c'est quoi? D'après l'algorithme, la forme à classer doit être comparée avec tous les vecteurs déjà classés. Et puisqu'on a affecté T1 à A, c'est-à-dire, on va comparer T2 avec les exemples de A1 de la classe A, c'est-à-dire A1, A2, A3, les exemples de la classe B, B1, B2, et aussi avec le vecteur T1. Donc, on calcule la distance de Hamming, on remarque qu'on a deux valeurs identiques, 2 à 2. Le premier 2 appartient à 3 et 2 appartient à T1. T1, puisqu'il appartient à A, dans ce cas, la classe T contient des documents positifs, puisqu'on a dit que la classe A représente les opinions positives. Maintenant, on va voir le principe de Camise. Le principe de Camise consiste tout d'abord à calculer les centroïdes ou bien les noyaux de chaque classe. Le noyau de la classe A tout simplement représente la moyenne. La classe A contient 3 vecteurs, ce qui fait on va faire 2 plus 3 plus 4 divisé par 3. Au niveau de la deuxième composante, 3 plus 5 plus 4 divisé par 3. Au niveau de la classe des opinions négatives, qui contient 2 documents, on va faire 5 plus 6 divisé par 2, 8 plus 8 divisé par 2. Et dans ce cas, on va trouver le noyau NA est égal à 3, 3,5. Le noyau NB est égal 5,5, 8. Maintenant, on commence par la première forme de test T1, 5,5. Le premier vecteur, on calcule la distance de Hamming, c'est-à-dire 5 moins 3 valeur absolue, plus 5 moins 3,5. Donc, on va trouver 3,5. Pour T1 avec MB, 5 moins 5,5, c'est-à-dire 1,5, et 5 moins 8, c'est égal à 3, on trouve 3,5. Dans ce cas, la valeur minimale, on a le choix, soit d'affecter à la classe A, soit d'affecter à la classe B. Point de vue algorithmique ou bien point de vue programmation, on va affecter à l'indice minimum, et dans ce cas, l'indice minimum, c'est-à-dire le premier noyau, c'est-à-dire N1, et dans ce cas, on va affecter T1 à A. Maintenant, au niveau de Camise, c'est un Camise séquentiel, hein? D'accord? Il y a une différence entre Camise vue en RDF et Camise vue en AND, c'est-à-dire en AND, on a vu un Camise par batch, c'est-à-dire à la fin de calcul de distance entre les individus et les centroïdes, on fait la mise à jour des centres. Par contre, au niveau de cet algorithme, c'est une mise à jour séquentielle, c'est-à-dire dès qu'on affecte un vecteur à une classe, on doit faire la mise à jour des centres. Maintenant, on a affecté T1 à A, c'est-à-dire on doit réaliser la mise à jour du centre A. Le principe est simple. On prend les coordonnées de notre centroïde NA, c'est-à-dire 3, 3,5, et on doit multiplier par... Il y a une erreur, on doit multiplier par 3 parce qu'il y a 3 individus. D'accord? Et on ajoute les coordonnées de l'individu T1. Et on divise par 4 au lieu de 3. Donc il faut faire attention. On prend le centroïde de la classe A. La classe A contient 3 individus. Et dans ce cas, on va mettre 3 multiplié par 3, 3,5, plus les coordonnées du nouveau vecteur du test. Et on divise par 4. Et dans ce cas, on va voir 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 3,5, donc on a 10,5.
d'accord, plus 5, 5, et tout ça on divise par 4. On va trouver 14 sur 4, d'accord, et 15,5 divisé par 4. Donc il faut faire attention, il y a une petite erreur, d'accord. Au lieu de 2, on a 3, parce qu'on a 3 individus au niveau de la classe A, et on divise par 4. Pourquoi on a divisé par 4? Parce que on a affecté T1 à la classe A, c'est-à-dire le nombre total d'individus est égal à 4. Pour le NB, on n'a pas fait une affectation, c'est-à-dire on garde le même centre. Et pour classer T2, on va calculer la distance entre T2 et le nouveau noyau N'A et le nouveau noyau le noyau NB, et on prend la distance minimale. D'accord? Merci, Inch'Allah, j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, vous pouvez envoyer par email.